Alors voilà, donc l'objectif de mon cours, c'est d'essayer de vous faire découvrir, pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers, déjà ce que c'est que la géochimie. Et puis comme on est dans l'océan et que c'est un milieu vivant, vous verrez qu'on parle quand même de biogéochimie, même si ce nom un petit peu barbare ne convient pas toujours aux géochimistes, à la géochimiste que je suis, parce que c'est quand même ma formation de départ. Comme j'ai voulu vous en raconter pas mal et que j'avais peur que ce soit un petit peu mortel, j'ai choisi comme stratégie de laisser les diapositives dans lesquelles il y a les détails des équations, parce qu'il y a des fois il y a des cheminements avec des équations. Je vous les décrirai avec les mains, mais nous ne les traiterons pas sous forme d'équations où il faut comprendre ligne à ligne ce qu'il y a, mais par contre, si vous voulez revenir dessus, eh bien vous les aurez. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était la meilleure solution. Alors, la géochimie, déjà, pourquoi appelle-t-on la Goldschmidt conférence? C'est quand même quelque chose d'important, puisque c'est une réunion annuelle de géochimistes de tous les milieux de la Terre, de la mer, etc. Donc, Goldschmidt, est né en 88, mort en 47, il était norvégien. En 1930, il était en Allemagne, à Göttingen, et c'est lui qui a compris, enfin, qui a cherché à comprendre pourquoi la distribution des éléments sur Terre était hétérogène. Et en fait, pour juste un petit focus historique, la question qui était posée à des gens comme lui et aux géologues, c'était de comprendre pourquoi, par endroits, il y avait des minerais de plomb, des minerais d'or, des minerais d'argent. Il fallait comprendre pourquoi. Des endroits, ça s'accumulait, à d'autres endroits, ça ne s'accumulait pas. Et qu'est-ce qui a amené à ça? Et donc, il a compris que la distribution des éléments chimiques à la surface de la planète dépendait de leur rayon ionique et de la charge. Et le malheureux, c'est qu'il y a eu la guerre et qu'il était juif, donc il est allé dans les camps. Et il a écrit un bouquin qui est resté inachevé, qui a été fini à titre posthume par Muir. Alors, bon, évidemment, les géochimistes reconnaissants font la Goldschmidt Conference tous les ans. Les objectifs du géochimiste, c'est de comprendre les cycles biogéochimiques à la surface de la Terre, c'est-à-dire d'établir les distributions des éléments sur la planète, de comprendre le pourquoi de cette distribution, de la même manière que l'a fait le père et le fondateur que l'a fait Goldschmidt, étudier les réactions chimiques partout, assembler toutes ces infos, donc c'est ce qu'on appelle après les cycles des éléments. Il faut aussi, une fois qu'on a établi la distribution, c'est très statique, on ne va pas s'arrêter là, donc il faut assembler toutes ces informations-là pour décrire les cycles des éléments depuis le haut des montagnes jusqu'à l'érosion, arrivée dans les océans et hop, retour en haut des montagnes, donc ça demande un certain travail et puis beaucoup de monde. Il faut quantifier donc les transferts entre deux réservoirs de la planète, je vais y venir. Et les fonctionnements d'aujourd'hui, on l'a vu hier avec l'exposé de Bruno Malézé, évidemment ça permet de comprendre le passé, permet aussi de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans le cadre du dérèglement climatique par exemple. Alors en ce qui concerne, qu'est-ce qu'on appelle déjà les grands réservoirs ou les grands compartiments de la planète, hein? Vous avez l'océan qui en couvre quand même presque les 3/4 en surface et qui représente 1,4 milliard de mètres cubes d'eau, ce qui est pour ceux qui ne sont pas familiers, mais enfin, je dis même que j'avais un certain nombre d'années que je travaille dessus et on a toujours énormément de mal à se représenter les volumes et les flux que ça représente. Pour vous donner une échelle, un courant marin moyen, par exemple, comme le Gulf Stream, ça représente 20 fois la somme de toutes les rivières du monde. C'est-à-dire, la somme de toutes les rivières du monde, ça fait 1 puissance 6 mètres cubes par seconde au niveau du flux. Et lorsque le Gulf Stream, c'est 20 à 40 fois, parce que par endroit, il recircule, à 40 fois la somme de toutes les rivières du monde. Et le courant qui tourne autour de l'Antarctique, c'est un peu plus de 100 fois la somme de toutes les rivières du monde. Donc, ça fait du flux, ça fait du volume, ça fait des éléments qui se baladent. Donc cet océan, il va échanger avec l'atmosphère, de la chaleur, de l'eau, des gaz, on va le voir dans le cadre de ce cours, et il va échanger aussi avec les continents, et je dis bien échanger, d'une part par le biais de l'érosion, vous allez avoir des éléments chimiques sous forme minérale, sous forme organique, sous forme dissoute, sous forme de particules qui vont arriver à l'océan, mais aussi par le biais de la sédimentation, du tapis roulant océanique. Alors c'est une échelle très lente, certes,
Mais on sait que, par exemple, tout autour du Pacifique, dans les rides médio-océaniques, on trouve des traces de matériel d'origine continentale, c'est-à-dire qu'il y a des éléments chimiques qui ont déjà fait le tour, qui sont passés par l'océan, qui sont passés par les sédiments et qui ont été déjà recyclés dans la croûte. Donc l'océanographe, comme le géochimiste, il faut qu'il décrive et qu'il quantifie la circulation océanique à toutes les échelles, les cycles biogéochimiques, c'est-à-dire qu'il fasse la distribution des éléments, qu'il comprenne comment ça marche, blablabla, présent, passé, futur. Et alors, donc, comment... alors, voilà, pour illustrer l'importance on va parler de la boîte à outils, que sont les éléments chimiques pour le géochimiste, mais pour illustrer l'importance qu'a pris cette discipline en océanographie, qui est récente, hein, ça date du début des années 80, c'est-à-dire du jour où on a su analyser les éléments chimiques proprement. Pour en illustrer l'importance, vous avez ici un schéma très classique pour les océanographes de la circulation thermohaline. C'est celle qui génère... qui est stable depuis 8000 ans, qui explique que notre climat aussi est stable depuis 8000 ans à peu près, malgré des petites variations dans les derniers petits âges glaciaires, mais globalement, c'est elle qui fait que les eaux, on va partir du Gulf Stream, là, remontent chaudes le long des côtes de Floride après avoir traversé le Gulf Stream pour aller vers les côtes de Norvège et des mers nordiques ici, se refroidissent, plongent ici, et puis partent. Et donc justement, c'est ce courant-là qui fait 20 fois à peu près la somme de toutes les rivières du monde, et celui-là 100 fois. Et elles partent irriguer l'océan Indien, l'océan Pacifique, etc. Bien, cette circulation thermohaline qui semble être quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui, du moins ceux qui fréquentent un peu les bancs des universités dans lesquelles on enseigne de l'océanographie, ça réduit. On sait que les eaux mettent de l'ordre de 1000 ans à faire le tour. Mais comment on a fait? On avait un chronomètre, puis on a attendu en disant ben oui, ça met 1000 ans à faire le tour. Ça ne marche pas comme ça. Donc, en fait, on a su que ça mettait 1000 ans quand on a mesuré le carbone 14, qui est un traceur. Tant qu'on ne mesurait pas, tant qu'on n'était pas capable de le détecter, non seulement on n'a pas été capable de donner l'âge des eaux les plus vieilles, c'est-à-dire de comparer l'âge des eaux profondes ici à celui des eaux qui ont été tout de suite en contact avec la surface et très jeunes en carbone 14, et ensuite, une fois compris ça, on s'est dit, mais alors il faut bien qu'elle remonte l'eau. Donc un modèle tout simple à 2 boîtes qui dit, mais comment on fait pour que la boucle se boucle? Ben, il faut une vitesse verticale de 3 mètres par an. 3 mètres par an, vous le mesurez avec un courantomètre, avec... non, tout ça, tous ces calculs et toute cette compréhension de base du système climatique a reposé sur la mesure du carbone 14. Alors, bon, c'est sûr que c'est un traceur extrêmement important. Une autre raison pour laquelle c'est important de développer les traceurs et de comprendre les mécanismes, c'est le cycle du carbone. Donc, on en parle beaucoup, entre autres parce que, évidemment, avec l'augmentation du carbone atmosphérique, on a la progression de l'effet de serre et donc le réchauffement climatique. Et la pénétration du carbone dans l'océan se fait par 2 biais majeurs. D'une part, aux hautes latitudes, ce que représente cette grosse flèche ici, c'est ce que l'on appelle la pompe thermodynamique, c'est-à-dire que comme c'est un gaz, et que le gaz il va venir à l'interface ici et qui va se dissoudre plus facilement dans les eaux froides. Pour ça, il se dissout un peu partout, mais il y a des endroits où il dégaze déjà parce que l'eau est trop chaude, et il se dissout mieux dans les eaux froides. Donc il va pénétrer là, il va partir avec les eaux profondes, et il va rentrer dans une boucle de circulation de l'ordre de 1000 ans, puisque le temps de mélange de l'océan est de l'ordre de 1000 ans. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle la pompe biologique, c'est le développement de la vie en surface, avec la sédimentation de débris organiques ici, qui capte du gaz carbonique à l'atmosphère et qui va le séquestrer dans les sédiments. Eh bien, la compréhension de cette dynamique, c'est important parce que seulement 10% seulement, il n'y a que 10% du flux de carbone qui pénètre par là, et 90% qui va pénétrer par là. Sauf que celui-là, il va sédimenter et être stocké pendant une fraction, va sédimenter, il va être stocké pendant très longtemps, alors que là, bon, il y a un phénomène de circulation qui fait que ça repart. Et cette pompe biologique, en fait, on évalue facilement que si elle n'existait pas, parce qu'elle a ce côté je séquestre quand même si que 10% de la production exportée induit une diminution d'un facteur 2 de la concentration du CO2 atmosphérique par rapport à un océan abiotique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'atmosphère, il y a de l'ordre de 400 ppm de CO2. S'il n'y avait pas cette pompe biologique qui régulièrement
tout vient piquer du CO2 à l'atmosphère, on aurait à peu près le double dans l'atmosphère. Donc c'est important de travailler, de quantifier ces trucs-là. Et à quoi on a affaire quand on s'attaque à la surface de l'océan? On a affaire à des particules. Alors ces particules, on va le voir, elles peuvent être soit biologiques, c'est le cas, cette image d'artiste montre tout ce que l'on peut trouver comme particules biologiques, enfin tout, illustre un exemple de ce que l'on peut trouver comme particules biologiques. Donc vous avez les cellules de phytoplancton, vous avez les petites crevettes et tous les copépodes et tous les salpes, etc. C'est-à-dire les organismes animaux planctoniques qui vont brouter le phytoplancton. J'ai appris que copépode, ça voulait dire... j'ai appris ça à Océanopolis ce soir. Ça veut dire qu'il y a des pattes en forme de rame, des antennes en forme de rame. Ah, voilà, c'est un copépode. Je ne vous ferai pas le mime. Hein. Alors, et ces algues-là, bon, à part les gros poissons, taille des algues entre 200 et 0,6 microns, concentration de quelques dizaines de cellules de litre à plus de 100 millions par litre pour le phytoplancton. Donc en fait, quand vous baignez dans l'eau de mer, vous prenez un bain d'algues, ce qui est très très bon contre les rhumatismes. Et donc, je vous montre quelques photos là de phytoplancton. Ça, c'est un phytoplancton, c'est juste pour la galerie, quoi, mais qui est Trichodesmium, qui est capable de fixer l'azote atmosphérique. Ça, c'est des chaînes de 7 organismes. Cette algue-là fait des grandes chaînes qui font des grands filaments blancs à la surface de la mer. C'est juste pour vous illustrer. Ça, c'est les coccolithes, c'est des petites algues qui ont un squelette calcaire et qui se développent en particulier aux latitudes tempérées. Vous avez ici une image SeaWives d'un bloom de coccolithes. Et donc là, c'est vraiment, elles sont extrêmement importantes dans les eaux chaudes à tempérer. C'est elles qui sont à l'origine des falaises de Douvres, des falaises de Calais. Et on en parle beaucoup et on les traite beaucoup. C'est CaCO3, donc déjà elles vont fixer du carbone, mais aussi parce qu'elles sont très très sensibles au phénomène d'acidification puisqu'elles sont en calcaire. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer des photos. Et dans les photos des espèces d'algues qu'on n'aime pas du tout, qui sont les opportunistes, c'est-à-dire qui se développent quand les autres n'arrivent plus à se développer parce qu'il y a un déséquilibre de nourriture pour les développer, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a lâché sa lessive là, mais en fait non, pas du tout. C'est des blooms de Phéocystis et ça donne ces espèces de trucs gélatineux, mucilagineux là. Et elles sont favorisées par un déséquilibre et un excès de nitrate dans l'eau. Et on va les voir surtout en mer du Nord. Nous, on a des algues vertes, mais plus au nord, ils vont avoir beaucoup de Phéocystis aux hautes latitudes. Alors, ouais, justement, donc ça c'était un petit aperçu. Qu'est-ce qu'on trouve dans la mer? On trouve des particules d'origine biologique, puisque vous avez la vie qui s'y développe. Et puis on va trouver aussi des particules d'origine, on dit terrigène ou lithogénique, si on est bon en grec. Du grec lithos, c'est-à-dire qu'ils vont venir de l'érosion des continents. Alors ça, c'est résumé dans ce petit bloc diagramme ici. Donc c'est un bloc diagramme qui vous représente ce que c'est que l'océan, une coupe. Vous avez ici la zone euphotique, c'est-à-dire la zone dans laquelle vous avez la lumière qui pénètre. Si la lumière pénètre, vous pouvez avoir le développement de la vie, comme je viens de vous expliquer. Cette vie va s'appuyer sur l'assimilation de sels nutritifs dissous. Pour faire croître du phytoplancton, on va trouver nos copépodes et nos machins animaux qui sont l'équivalent des lapins et des vaches qui vont brouter ce phytoplancton, qui vont eux-mêmes être mangés par les poissons et puis les baleines, pour les plus gros. Et ça génère des flux de matière. D'accord? C'est à ça que je veux en venir. Et puis, pareil, les particules qui sont déchargées par les vents, comme cette image ici, les particules qui sont déchargées par les rivières, et les particules anthropiques, tout ça, ça arrive à un moment donné à la mer, et ça génère aussi des flux de matière. Et ces flux de matière, là, il y a déjà une réponse, parce qu'il y a des flux de particules un peu fines qui vont couler lentement, des flux de grosses particules qui vont couler plus vite, et qui échangent en permanence avec la phase dissoute. Donc vous allez avoir ces petits trucs organiques là qui sont produits et puis qui coulent, avant d'être complètement sédimentés, il y en a une partie qui va être attaquée par les bactéries qui va repartir vers le dissous. Donc vous allez avoir toute cette aventure qui va se passer. Oui, mais comment on a fait pour le décrire? On s'est mis au fond de la mer avec un chronomètre en disant il y en a qui chutent lentement, les chronomètres, il y en a qui chutent vite, bon, les chronomètres aussi.
Et puis là, il y a de la resuspension sédimentaire. Oh bah, c'est sympa, sauf que c'est entre 3 et 5 km de profondeur, même en dessous de 200 mètres. De toute façon, le Grand Bleu, je crois qu'ils ne vont pas plus bas que 200 mètres. Comment voulez-vous qu'on fasse? On est incapable d'aller appréhender ce milieu autrement qu'avec des méthodes soit directes d'observation. Il y a quand même quelques caméras qui se sont développées assez récemment. On ne peut pas les mettre partout, hein, les 3/4 de la surface de la planète, soit des appareils qu'on laisse, soit aussi des éléments chimiques qui vont nous aider à répondre à ces questions. C'est à ça que je veux arriver, c'est-à-dire que toutes ces quantifications qui disent là ça va vite, là ça va lentement, là ça échange, etc., ça a été compris, et c'est un peu l'essence de mon cours, grâce à des éléments chimiques. Alors, je viens de vous montrer donc que l'océan circulait avec la circulation thermohaline, qu'il y avait des tas de machins. Si on est très très âpre, on résume ça avec ce truc. Ce truc, c'est un bloc diagramme. Sinon, j'ai l'impression que c'est pas très net. Hein. Si, ça va? Hein? C'est pas toujours très net. Hein? Bon. En fait, c'est juste, ça vous résume que pour attaquer la question de tous ces processus d'apport, de transport, de transformation et de sédimentation, on a développé des traceurs. Alors, on a développé des traceurs, et comme il y a beaucoup de processus, l'approche, c'est une fois qu'on a considéré qu'un traceur, c'est-à-dire qu'un élément chimique pouvait être bavard, ou que son isotope pouvait l'aider à être encore plus bavard. Des fois, l'isotope est terriblement bavard, et l'élément chimique lui-même, il ne l'est pas beaucoup, typiquement le carbone. Le carbone, l'isotope va apporter beaucoup d'informations. La mesure de carbone toute seule, il faut la faire parce que c'est un paramètre de base, mais elle a vraiment besoin d'être, comme avec des béquilles. Hein. Si on a juste un flux de carbone, il y a plein d'informations qui peuvent manquer. Je vais vous illustrer ça. Et donc vous avez ici tous les traceurs qui vont permettre à suivre les sources cytogéniques, des traceurs qui vont rentrer dans la cycle biologique. Mon objectif, c'est pas que vous les reteniez par cœur, c'est juste de vous montrer qu'il y en a déjà quand même pas mal. Ceux qui vont suivre les masses d'eau, ceux qui vont permettre d'exporter. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est j'en ai sélectionné 3. Donc, sur toute la quantité que vous avez là, mais 3 dont un qui me paraît vraiment extrêmement important, et c'est celui sur lequel on va probablement passer le plus de temps. Donc tracer l'océan, c'est essentiel parce que ça nous aide à donner des âges, à avoir des processus de transport, à avoir la circulation. Les traceurs, c'est aussi des outils à remonter le temps puisqu'ils s'enregistrent dans les sédiments. Et une subtilité, c'est qu'il faut définir quel est le bon traceur pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer tous les traceurs pour toutes les questions qu'on se pose, ça ne sert à rien. Et évidemment, quand on a une question avec un flux de matière, par exemple, qui dépend d'énormément de paramètres, il vaut mieux quand même faire une approche multitraceur en ayant défini à l'avance quel traceur on va utiliser. Alors, quel type de traceur maintenant? La boîte à outils. Et d'abord, comment on fait? Comment on fait pour dire à un moment donné, il y a un élément chimique qui est intéressant? Alors, on revient aux fondamentaux. Alors, après Goldschmidt, on a eu Goldberg, on a eu un certain nombre de fondateurs de la géochimie marine. Et on fait exactement comme Goldschmidt, c'est-à-dire qu'on regarde la classification périodique, puis on dit, celui-là, oui, il y a des chances pour qu'il soit réduit dans le milieu. Quand il est réduit, il risque d'être soluble. Ah oui, mais dans certaines circonstances, il peut s'oxyder. Ah, le manganèse peut être un traceur intéressant des conditions d'oxydoréduction. Bon, on va aller... Alors, dans les années 80, on a fait ça. Moi aussi, on a fait le coup. On met un étudiant en lui disant, voilà, tu prends quelques flacons, puis tu nous fais le cycle du manganèse et tu regardes comment ça se passe. En l'occurrence, c'est Ken Bruland qui a été chargé de ça. C'est un certain nombre de noms importants de la géochimie marine aujourd'hui qui ont démarré comme ça dans les années 80, quand on a su manipuler proprement. On leur a dit, tiens, regarde comment se comporte tel élément. Alors moi, il y avait le chrome, parce que justement, il était redox, le chrome sans les isotopes. On ne savait absolument pas les mesurer à l'époque. Le chrome dissous et le chrome qui avait la forme 3 et la forme 6, et puis le vanadium. Le vanadium, c'est un petit peu chiant parce qu'il était très conservatif, il n'a pas répondu aux attentes qu'on aurait pu supposer. Bon, mais enfin, ça a fait une thèse, comme Headboil, c'était le cuivre. Enfin, on nous a dit, comme ça, vous déterminez une cartographie de l'élément et vous nous dites après, vous essayez de dégager à quoi il peut servir. Et donc comme ça, on a établi au départ un certain nombre de boîtes à outils, et puis on a terriblement progressé de 90 à aujourd'hui, c'est-à-dire que quand même c'est vraiment très récent, entre autres par le développement des outils. J'y reviendrai. Donc la composition chimique de l'eau de mer, c'est ça, je ne vous demande pas de la retenir, c'est du sel, avec un peu de
enfin il y a peu de sulfate, de calcium, machin, etc. Et elle est vachement constante. Bon, elle s'acidifie en surface, mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Ce dont je veux vous parler, c'est ça. C'est-à-dire que nous, ce qui nous a intéressé, en fait, les gens qui ont vraiment travaillé à développer la géochimie marine, c'est pas les éléments qui sont conservatifs, c'est curieux que ce soit comme ça. C'est-à-dire que vous avez par exemple ici le soufre, le chlore, je peux vous montrer typiquement, qu'est-ce que je peux vous montrer encore, je sais pas moi, ça, le potassium, le calcium, le sodium, le magnésium, bien sûr, ce sont les éléments conservatifs. Cette classification périodique, elle a été établie par un collègue japonais qui est décédé depuis, c'est les profils verticaux des éléments dans le Pacifique Nord. Puis vous voyez ici, il y a des éléments dont la distribution dans la colonne d'eau, qui est représentée dans ces petits carrés, ça c'est la profondeur, ça c'est la concentration. Vous avez ici, en surface, ils sont soustraits, puis en profondeur, la concentration augmente. L'oxygène, en surface, il y en a beaucoup, et puis après, il y en a beaucoup moins, puis après, ça réaugmente. Le cuivre se comporte avec une soustraction en surface et puis une réaugmentation vers le fond. Ah, le cobalt, il se comporte différemment. Donc, on a établi ça et cherché à comprendre pourquoi il y avait déjà ces variations de distribution. Alors, il y en a, ceux qui sont entourés en vert, ce sont les éléments biogéniques. Ceux qui sont entourés en rouge, ce sont des éléments qui sont d'origine vraiment lithogénique. Mais on s'est aperçu depuis ce travail-là que ces éléments-là rentraient, François l'a abondamment expliqué hier, avec le fer, rentraient dans les réactions biologiques. Donc, tous les métaux ici, bon, pas trop manganèse, un petit peu au niveau des bactéries le manganèse, mais le cuivre, le nickel, le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc et le fer sont des éléments chimiques qui sont indispensables à la vie, et donc que l'on appelle maintenant les micronutritifs. Et puis, ici, vous avez le barium, vous avez le radium, puis après, vous avez tous les lanthanines, alors je vais revenir dessus, vous avez tous les radionucléides, la famille de l'uranium, où on va revenir dessus aussi dans le cadre du cours, et j'espère que ce sera moins flou que ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, la première chose, c'est que ces machins-là, ils sont en trace ou en ultra-trace. C'est-à-dire qu'en gros, on mesure de l'eau distillée salée quand on mesure l'eau de mer, et qu'il faut déterminer dans cette eau, une fois qu'on a retiré le sel, ces éléments-là, parce qu'ils apportent des informations, ceux-là sur le cycle de vie, leur recyclage, etc. Certains, comme le manganèse sur les réactions redox, effectivement. Celui-là, l'aluminium, c'est un traceur d'origine terrigène. Ceux-là sont des éléments chimiques qui rentrent directement dans la boucle de vie parce que ce sont les sels nutritifs. Et donc, on s'est retrouvé avec toute une... D'ailleurs, vous l'avez vu plusieurs fois dans le cadre de SF Isotrace, là, vous avez vu plusieurs fois la classification périodique était affichée. Oui, parce qu'on s'intéresse vraiment, c'est vraiment l'outil de base dont on a extrait des éléments qui pouvaient être bavards. Alors, donc un élément en trace, c'est la micromole ou moins, micromole par litre ou moins. On se balade énormément plutôt avec des nanomoles, des picomoles, et peut atteindre l'atomole. L'atomole, c'est 10-18 moles par litre. C'est pas beaucoup. Et il y a un traceur sur lequel travaille mon collègue Peter Van Beek, il y en a 80 kg au total dans l'océan. Voilà. Mais il aime bien. L'intérêt, donc, comme traceur, c'est qu'il faut qu'il soit réactif. Donc ça va dépendre de sa place dans la classification périodique, exactement selon les principes de départ de Goldschmidt. Et donc, je vous ai montré des exemples. Et on a aussi les éléments naturels, mais alors les océanographes, pour élever une stèle à la... Je dis ça en cours, et puis après, c'est enregistré. Non. Moi aussi, il paraît, hein, c'est enregistré. Oui, donc je vais arrêter de dire des bêtises. Enfin bon, les essais nucléaires ont beaucoup aidé à comprendre un certain nombre de choses, de même que les fréons. Donc, c'est-à-dire les contaminants, en fait, quand ce sont des éléments dont on a bien la source et qu'on les voit pénétrer dans l'océan et qu'on peut les suivre avec des bateaux océanographiques, ce qui est le cas depuis les 50 dernières années, on a appris des choses aussi avec les éléments artificiels. Et bien sûr, alors vous avez les éléments chimiques et vous avez les isotopes. Et Dieu sait si cette semaine vous en avez entendu parler. Donc ça, est-ce que je dois rappeler ce que c'est qu'un isotope ici ou ça va pour tout le monde, hein, on est à SF Isotope. Donc ça c'est dans mes cours à Météo France, j'enseigne devant des physiciens et des mathématiciens qui ont toujours fait que
Non, surtout qui ont beaucoup fait de maths, parce que c'est des météorologues, et en physique, ils font de la mécanique des fluides. Donc quand on leur parle d'isotopes, ils ont un peu envie de quitter la pièce, parce qu'ils ont un petit peu peur. Voilà, donc dans ce cours, à la fin de cette introduction, on va pas traiter, ça sera resté un gag, sauf si j'ai le temps. On va traiter un exemple de radionucléide, le thorium. On ne va pas traiter le carbone 13, sauf si vraiment j'ai le temps à la fin, parce que en fait, je l'avais supprimé pour tenir compte du fait que je pensais que hier Bruno allait le traiter. Par contre, on va parler des isotopes du radium et on va parler de traceurs de sources, les terres rares et surtout les isotopes du néodyme. Et à la fin, je vous raconterai une histoire, j'espère que j'aurai le temps,